7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et pour cette table ronde, j'ai le plaisir de recevoir Maître Frédéric Pichon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris. François Devoyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, patron d'émission à Radio Courtoisie, président du Cercle Audace, cofondateur de Livre Noir. C'est infernal cette liste-là. Et Jordan Florentin, bonjour. Ah bon, on vous entend pas, Jordan ? Mais oui, activez votre micro, je ne sais pas où vous êtes. Extraordinaire. Vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire. Alors pour amorcer cette table ronde qui tournera essentiellement autour des sujets de liberté d'expression, liberté de la presse, de récupération politique aussi, c'est une expression qu'on emploie beaucoup. Maître Frédéric Pichon, nous allons parler d'un dépôt de plainte concernant la journaliste Nassira El Moadem. Vous êtes à l'origine de ce dépôt de plainte. De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une journaliste assez connue qui a tenu des propos qu'on peut considérer comme anti-français dans un contexte où la Fédération française de football amateur a voulu prendre des dispositions pour éviter des débordements, notamment vestimentaires, avec des femmes voilées sur les stades, et donc, somme toute, des dispositions tout à fait normales. Et donc, Nassira El Moadem a, sur son compte social Twitter, a tweeté en disant « pays de racistes et de dégénérés », qui a suscité évidemment énormément d'indignation. Alors, c'est pas à l'aune de l'indignation qu'on doit porter plainte, mais en l'espèce, j'ai pas mal de clients qui m'ont demandé de porter plainte. Pour le moment, c'est l'association Résistance républicaine de Christine Tazin, que j'ai l'habitude de défendre en général plutôt du côté de la défense, mais qui peut se constituer partie civile, puisque dans ses statuts, il est prévu également de lutter contre le racisme. Ouais. Donc je peux me constituer partie civile pour le compte de cette association. Nous verrons ce que cela donne. Normalement, c'est le procureur de la République qui aurait dû s'auto-saisir de tels propos. Je pense qu'on aurait tenu de tels propos à l'encontre d'autres nationalités. Il faut savoir qu'à Paris, il y a la section AC2 du parquet qui est compétente en matière de lutte contre les discriminations, et je dois le dire, ça fait 25 ans que je pratique le droit de la presse, son indignation est à géométrie variable. Donc nous verrons bien ce que ça va donner. Ça sera forcément instruit, puisque en matière de presse, on est obligé de saisir le doyen des juges d'instruction, donc il a un pouvoir limité. Son rôle, c'est juste de déterminer si la personne est l'auteur ou pas des propos, et ensuite ça sera envoyé dans le tribunal correctionnel. Et c'est la 17e chambre qui tranchera. Je dois avouer que je ne suis pas spécialement optimiste, mais il faut le faire. Je ne suis pas optimiste parce que, encore une fois, je pense que les lois antiracistes sont des mauvaises lois, non pas parce que le racisme est une bonne chose, mais je pense que telles qu'elles sont rédigées, elles laissent aux magistrats un pouvoir d'appréciation tellement fort qu'en réalité, on arrive à un subjectivisme, et en droit de la presse, on ne peut pas être dans le subjectif. Or, le subjectivisme aujourd'hui, compte tenu de l'état d'esprit de certains magistrats, la plupart des magistrats, pas tous, il faut nuancer, il est plutôt effectivement d'aller dans une répression à sens unique. Je vais donner un exemple à sens unique parce que j'ai pour la même association, il y a quelques mois, j'avais porté plainte contre le rappeur Nick Conrad, qui avait récidivé après avoir fait un clip Pendons les bébés blancs. Il avait refait un clip vidéo qui faisait déjà référence au précédent clip Pendons les bébés blancs, ce qui est tout de même hallucinant. Il faut savoir qu'à l'époque, le parquet n'avait requis que 5 000 € d'amende. Oui, ça fait réagir personne. Alors c'est quand même délirant. Ouais. Alors que pour moins que ça, des clients ont été condamnés à des peines importantes. Eh bien, nous avions... Donc, il avait refait un nouveau clip où on le voyait mettant en scène un homme en train de violer une femme blanche avec les paroles « Baisons la France ». Donc, nous avions porté plainte pour... provocation à la haine et d'atteinte volontaire à la vie, et malheureusement les tribunaux ont estimé qu'il s'agissait d'une image, que c'était la France. Alors moi j'ai plaidé, mais attendez, si on avait fait la même chose avec soit une femme voilée, ou soit une femme de couleur, soit un magistrat, en disant c'est l'institution judiciaire qu'on met en cause, c'est pas un magistrat. Donc on voit bien que cette jurisprudence est la géométrie variable. Mais il faut quand même le faire. Voilà. Alors il nous reste une minute avant le bulletin d'actualité, pardon. Rapidement, vous avez aussi remporté un procès récemment avec Nicolas Bay, face à Médine. Face à Médine. Alors là, on était en défense. Médine nous attaquait parce que Nicolas Bay, dans le cadre d'une campagne, lui avait imputé d'être proche des frères musulmans, ce qui est vrai, ce qu'on a démontré. Mais nous avons gagné sur le fait qu'il s'agissait d'une opinion
qui n'excédait pas les limites de la liberté d'expression. Donc là, c'est une victoire, mais on voit bien que c'est des tentatives d'intimidation que font un certain nombre d'islamistes pour museler leurs adversaires. Alors là, on a quelqu'un qui avait un bagage, une certaine expérience politique, qui ne s'est pas laissé intimider, mais c'est vrai que moi, je défends aussi d'autres personnes qui sont des gens de moindre importance et qui sont attaqués par des associations islamistes qui essayent de les intimider judiciairement. Ouais. Alors on continue, on poursuit cette table ronde juste après le bulletin d'actualité. Il est quasiment 8 heures. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors je voudrais revenir sur ce sujet du racisme qu'on vient d'évoquer, au sujet notamment de Nassira El Moadem. On vit comme une époque extraordinaire où tout le monde se traite son voisin de raciste. Il y a une pression constante en ce moment, liée notamment au conflit israélo-palestinien, mais pas seulement. On l'a vu avec Ripoll, rien à voir, mais on l'a vu aussi avec Christophe Galtier, accusé de discriminer des joueurs musulmans. On le voit même à peu près chaque mois, pour ne pas dire chaque semaine. La société, François Devoyer, est-elle devenue plus raciste aujourd'hui ? Ah, c'est une excellente question. À la fois dans les accusations et puis même dans la Syrah. Non, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est plus une société multiraciale, plus cette thématique du racisme, en apparence paradoxalement, va être prégnante. Donc, effectivement, on vit aujourd'hui sous le modèle de l'Empire américain, qui est un modèle justement empreint de racialisme, dès l'origine de la plus ancienne histoire des États-Unis, qui ont pratiqué tout de même, faut-il le rappeler, un véritable, alors je ne vais pas employer le terme de génocide, parce que c'est un terme qui historiquement est soumis à critique et à travaux d'importance, mais vis-à-vis des Indiens d'Amérique, effectivement, en tout cas, on a vécu une disparition de ce peuple. Il y a ensuite une mise en esclavage d'une grande part de population venue d'Afrique et donc exploitée pendant des siècles. Et finalement, les États-Unis nous ont renvoyé par effet miroir, en tant que bon empire qu'ils sont, sur leur marge, ces questions raciales qui nous tombent dessus alors que nous les avions assez bien réglées. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire raciste en France. Et c'est assez peu répandu d'ailleurs dans les pays latins. C'est une histoire qui touche avant tout les pays anglo-saxons parce qu'ils ont une conception raciale historiquement. Et donc on s'est retrouvé à faire rentrer des masses de population qui nous ont réintroduit cette question raciale par le biais de l'influence américaine, par le biais de ces migrations de masse. Et effectivement, eh bien, plus nous avons de communautés, plus ces communautés s'entrechoquent les unes les autres, plus elles sont préoccupées avant tout par leur mode de vie au quotidien plutôt que par le pouvoir qui les a fait rentrer. Donc effectivement, malheureusement, on vit une société qui est de plus en plus divisée contre elle-même et qui vit des épisodes réellement racistes. Et je pense sincèrement que cette question, vous savez, je pense toujours à cette chanteuse des années 20 et 30 d'origine américaine, noire américaine. Ah bah oui. M'échappe. Alors, pardon. Aussi, mais alors... Oui. Ah non, ça c'est très irritant. Qui était dans- oui. Bon, vous la voyez tous. Ouais. Comment, Jordan ? Joséphine Baker. Joséphine Baker, Exact. merci Jordan Florentin. Et effectivement, elle est venue à l'époque en Europe et en France en particulier pour fuir le racisme. Ouais. Elle se faisait cracher dessus dans son pays d'origine. Et énormément de Noirs américains sont venus en France, fuyant les États-Unis pour justement retrouver une société où la question de la race n'existait pas. Et en fait, par le biais de l'immigration de masse, eh bien, on a réintroduit les problématiques raciales. Jordan Florentin, vous avez couvert la première édition du Printemps de la liberté d'expression à Perpignan ce week-end, on va en parler, mais avant d'aborder ce sujet précis, vous avez fait un parallèle intéressant entre deux déclarations, celle de Nassira El Moadem, justement, dont on vient de parler, et celle de Sabrina Madjeber, j'espère que je le dis bien. Qui est-elle et qu'a-t-elle dit ? Alors, Sabrina Medjeber, c'est une essayiste qui vient de publier un essai sur l'éducation dans les milieux islamiques et la question du port du voile, qui est une fille de parents kabyles. Et c'est pour cela que je faisais un parallèle avec Nassira El Moadem, qui elle est une fille de parents marocains. Et j'ai eu l'occasion de lui poser la question à Sabrina Medjeber, est-ce que finalement l'éducation de parents marocains n'est pas la même que celle de parents kabyles? Et elle me disait, bah, d'un côté, oui, il y a une éducation différente, on est beaucoup plus attaché à la France quand on vient d'Algérie et notamment de Kabylie, alors pour plein de raisons. Et puis, par ailleurs, c'est pas les mêmes valeurs qui sont inculquées. Et pour preuve, vous avez deux choix. Vous avez celui de Nassira El Moadem, qui est une
journaliste qui se veut avant tout militante d'extrême gauche, qui fait le choix de détester la France, de détester son pays, et qui, pour revenir sur le débat précédent, pratique une forme de racisme qui est un racisme francophobe et un racisme anti-blanc, qui pratique une forme de déni, de mensonge, voilà, qui vient également de m'attaquer sur Twitter, vous pourrez voir ça. Et puis vous avez le choix en face de Vous avez Sabrina l'habitude, Medjeber, Jordan. qui est le choix de la France, d'aimer ce pays et surtout d'avoir une forme de reconnaissance et de gratitude. Ce que n'a pas Nasser Al-Moadem. Et j'ai trouvé très puissante la réaction de Sabrina Medjeber devant le public du premier printemps de la liberté d'expression, où finalement elle pose la question à Nasser Al-Moadem: pourquoi vous vivez dans un pays que vous détestez tant, un pays qui vous a tout donné, qui vous a élevé, qui vous a éduqué, qui vous a tout donné gratuitement. Et si vous tenez tant aux droits des musulmans, allez vous battre pour ces droits dans des pays où les droits fondamentaux ne sont, eux, même pas respectés. Voilà. Donc, si Nasser Al-Moadem avait un petit peu de courage, on aimerait la voir débattre face à Sabrina Medjeber. Vous pouvez peut-être organiser ça d'ailleurs. On va y penser. Maître Frédéric Pichon, vous aviez entendu cette intervention de Sabrina Medjeber? Non, je n'avais pas entendu, mais effectivement, c'est tout à fait pertinent. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu, Jordan Florentin, de cet événement, outre les interventions de haut vol de nos chers amis d'ultra-gauche? Justement, qu'il est utile de faire un printemps de la liberté d'expression, puisque manifestement, certains n'y souscrivent pas. À 2 reprises, Éric Nolot et Michel Onfray se sont vus empêchés de parler. La première fois, c'est Éric Nolot qui ose aborder le sujet de la Palestine. Pour vous dire, on n'a même pas pu entendre ce qu'il défendait, puisque là, un manifestant avec un badge NUPES s'est levé, a insulté Éric Nolot, a dit c'est un génocide, ne laissant même pas à l'essayiste le temps de donner sa version des choses. Il a été sorti par la police et quand je suis allé le rencontrer dehors, il m'expliquait: c'est n'importe quoi, ça m'a saoulé, 5 minutes ça m'a suffi, c'est un génocide, il raconte n'importe quoi. Oui, enfin pour savoir s'il raconte n'importe quoi, il aurait déjà fallu peut-être l'écouter. Et puis la deuxième interruption, c'est face à Michel Onfray, où des femmes se sont avec tout le courage qu'on leur connaît, levées avec des pancartes disant les Le Pen vous manipulent. Alors, et fachos au cachot. Alors je leur pose la question aussi. D'abord, il n'y a pas de Le Pen ici. Si, mais il n'y a pas de Le Pen, mais il y a des fachos. Mais alors, qui est facho? Michel Onfray. Très bien. Pourquoi Michel Onfray est facho? Vous lirez sa biographie. Ah bon? Je leur demande une seule phrase, un seul texte de Michel Onfray fasciste. Et la seule réponse que j'ai pu obtenir, c'est on est féministe et il se bat contre le féminisme. Ah bon, Michel Onfray se bat contre le féminisme, et quand bien même il se battrait contre les valeurs féministes, est-ce que cela en fait un facho? Je ne crois pas. Donc en fait, ils n'ont aucun argument, ils sont simplement contre la liberté d'expression, la simple même liberté de se concerter, de se réunir, de se rassembler pour débattre intellectuellement. Donc on tue dans l'œuf même le fait même de pouvoir intellectualiser des concepts, en débattre, en parler. Donc c'est ça qui est fascinant, mais ce que je retiens surtout, c'est la réussite de cet événement. Je crois qu'il y avait 1200 personnes qui sont venues pour la conférence de Michel Onfray. Donc c'est un beau printemps de la liberté organisé par Éric Nolot et qui en appelle certainement d'autres. Maître Frédéric Pichon, la France est désormais un pays de semi-liberté. C'est ce qu'a dit Éric Nolot qui parrainait cet événement à Perpignan. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors il faut quand même nuancer, on n'est pas en Corée du Nord. Avant d'être condamné, il faut quand même passer par tout un circuit judiciaire, mais qui peut être effectivement intimidant. Il n'y a pas si longtemps, j'ai défendu une jeune fille à Besançon, Yona, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire, à l'occasion d'un carnaval, elle avait brandi une pancarte étrangers violeurs dehors. Alors, ce n'était pas tous les étrangers sont des violeurs, c'était ceux qui, parmi les étrangers, commettent des infractions de viol dehors. Donc, il y avait bien une distinction qui était faite. Et ça a choqué, on va dire, la bien-pensance locale. Vous savez, c'est pire en province. Je veux dire la bourgeoisie de province où tout le monde se connaît, le procureur, le président du TGI, dans les mêmes loges, les mêmes clubs Rotary. Et donc, le procureur s'est dit, c'est une gamine, on va la mettre en garde à vue. Alors que, elle reconnaissait les faits. Donc, l'audition libre, qui a un statut intermédiaire, aurait largement suffi. Donc, on a voulu intimider une gamine étudiante en la plaçant en garde à vue. Alors, manque de chance pour eux, Alice Cordier, la présidente, est intervenue dans la matinée sur Morandini, sur CNews. Enfin, ils ne s'attendaient pas du tout à cette riposte. Et
Et donc les policiers étaient très en colère, donc ils l'ont libéré le soir même. Ils sont revenus à la charge en faisant des pressions. Ça sert à rien, dites à votre avocat de se calmer, parce que j'ai aussi tweeté sur les réseaux sociaux. Ça fait du mal d'en parler dans la presse. Donc aujourd'hui, heureusement, il y a des médias alternatifs. Il y a Internet, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Il y a malgré tout, alors il y a des nuances, je ne suis pas d'accord avec toute la ligne de CNews, mais ou le Journal du Dimanche, qui sont quand même des médias, malheureusement je ne dis pas ça avec mépris pour des médias comme François de Souche, mais qui sont un niveau au-dessus, au niveau visibilité et entre guillemets crédibilité médiatique, et donc qui permettent de constituer un contre-pouvoir. Ce qui fait que cette affaire, elle a choqué quand même beaucoup de personnes, et je pense que cette jeune fille a été libérée assez rapidement, parce qu'il y a aussi il y a les médias et la justice. Et c'est vrai que le poids des médias et l'information qui est donnée, on peut être en désaccord avec lui, mais l'agression d'Éric Zemmour en Corse, on va en parler, la manière dont ça a été traité par les médias de gauche ou d'extrême gauche, c'est une inversion de la réalité. Mais on voit bien que malheureusement, quand tu es dans une spirale médiatique, ça pollue le débat judiciaire. Enfin, moi, je suis intervenu pour beaucoup de clients qui se sont retrouvés dans un tourbillon. Je me souviens de policiers que j'avais défendus qui avaient tenu des propos privés dans un bar, et ça a été médiatisé, ça a été un véritable cauchemar. Et après, vous avez une espèce d'emballement médiatique et judiciaire où c'est la passion, effectivement, c'est la passion qui l'emporte sur la raison, sur les faits, sur l'objectivité. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on est dans une espèce d'aveuglement idéologique où on a des œillères et on n'accepte plus le débat. Mais cette culture, il faut aussi nous imposer à nous-mêmes. J'en parlais avec François, vous voyez, tout à l'heure. On parle du débat israélo-palestinien. Je pense que le Hamas est une organisation de psychopathes terroristes qu'il faut éradiquer. Mais il faut aussi avoir le courage de dire qu'Israël n'est pas forcément le rempart de l'Occident, que les enfants qui sont... je veux dire, massacrés à Gaza, quelle que soit la position qu'on peut avoir sur le Hamas, qui doit être éradiqué, doit heurter notre conscience. Ce sont des innocents qui sont massacrés, et alors on nous cite les exemples de Dresde, de Hambourg, pour dire, oui, mais on est obligé de faire ça. Ben non, on n'est pas obligé de faire ça. Si on défend la civilisation, si on défend la liberté d'expression, il faut aussi avoir ce courage de le dire, y compris vis-à-vis de notre camp, où on ne va pas condamner Poutine parce que voilà, on est pour le camp de la civilisation et qui défendrait la civilisation. On ne va pas défendre Israël parce qu'il tape sur les musulmans. Cette culture, il faut aussi avoir le courage de nous l'imposer à nous-mêmes, même lorsqu'il s'agit de, entre guillemets, on taper contre notre camp, mais de nuancer, quoi. De nuancer. Oui. Voilà. Mais la nuance est possible, François Devoyer? Elle est compliquée justement dans le contexte de tribalisation dont on parlait au début de cette émission, dans le contexte de politiquement correct imposé là encore par l'Empire américain. Effectivement, c'est de plus en plus difficile de raisonner, j'allais dire, en tant que nation et aussi en tant que citoyen et pour certains catholiques. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut refuser la liberté d'expression à géométrie variable. Oui. J'ai été personnellement, sincèrement, choqué de la censure de Jean-Luc Mélenchon. À la conférence, à la conférence ou de la même façon, je n'ai pas apprécié qu'on transforme ses propos pour les faire passer pour purement antisémites, alors qu'ils ne l'étaient pas. Je me souviens d'un tweet, je pense que vous l'avez tous en tête, et immédiatement il y a une espèce de levée de bouclier, de cri d'orfraie. Je n'ai pas vécu cela moi-même dans ma chair pendant 20 ans, à être accusé de tous les maux possibles pour me réjouir que mes adversaires politiques subissent exactement les mêmes attaques injustes. Et Dieu sait qu'on ne peut pas, ici, à cette table et sur cette radio, imaginer une seconde que je défende LFI, et ni encore moins Jean-Luc Mélenchon. Il faut voir que la valeur de liberté d'expression, comme beaucoup d'ailleurs de grands principes, sont captés au fil du temps par le courant dominant. Oui. Et cette liberté d'expression, c'était la propriété du progressisme à partir de la fin des années 60, début des années 70. Le progressisme vainqueur à la fin des années 90, avec la loi Guesso d'abord, la loi Taubira ensuite, on peut même citer la loi sur le génocide arménien, s'est emparé de la liberté d'expression pour en faire un instrument politique de domination, d'hégémonie culturelle, dirait Gramsci. Et aujourd'hui, on sent que c'est la fin de la vague. Et c'est nous qui, j'allais dire à droite, un courant de résistance, qui réussissons à récupérer ce grand principe qui a longtemps été
capté par la gauche. N'en faisons pas ce qu'en ont fait nos adversaires progressistes, c'est-à-dire une arme de destruction de l'autre, une arme de domination, essayons de la garder pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose de nuancé. Moi, je suis un fervent de la loi de 1881, que je trouvais malgré tout assez bien ciselée, encadré par la diffamation, bien sûr, les menaces de mort, des choses très basiques. C'est sûr que quand on passe à la loi Guesso, où on est dans le flou du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie, autant dire qu'on est dans le règne du subjectivisme, comme le disait Maître Pichon. Alors, ça m'amène à parler d'une autre actualité, celle de Guillaume Meurice. Là, je vais donner la parole à Jordan Florentin. Guillaume Meurice, chroniqueur et pseudo-humoriste, on va dire, sur France Inter. Il s'est fait épingler par la direction de Radio France après avoir commis plusieurs blagues sur le président israélien, notamment. Vous trouvez ça normal, vous, Jordan Florentin ? Ça vous choque aussi, ce genre de suspension ? D'emblée, je pourrais dire que c'est un retour de bâton du monde qu'ils ont créé. C'est-à-dire qu'en fait, Guillaume Meurice, Nassir El-Mouadem et même Raphaël Glucksmann se prennent simplement le retour de bâton d'un monde qu'ils ont créé, d'un monde de censure, d'un monde où on attaquait chacun pour ses opinions dès lors qu'elles n'étaient pas conformes à une certaine éthique de gauche, à certaines valeurs de gauche. Et aujourd'hui, ils en payent les conséquences. Donc, ça prête à sourire si c'était pas grave, comme l'a souligné François Louis. Effectivement, il y a un vrai sujet de liberté d'expression qu'on ne peut pas utiliser à géométrie variable, c'est-à-dire que je pense que Guillaume Meurice a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Après tout, ça ne fait rire que très peu de monde et s'en dégage de toute façon aussi une certaine forme, je crois, d'antisémitisme à peine voilé. Donc finalement, je suis intéressé qu'ils disent tout cela, puisque ça en dit long sur ce qu'il est, ça permet de comprendre aussi ce qu'il est. Donc c'est pas inintéressant, mais sur la liberté d'expression, sur la conférence de Jean-Luc Mélenchon, j'étais effectivement également pour qu'il puisse tenir sa conférence à condition qu'on invite tout le monde. Et je serais d'accord que Guillaume Meurice continue sur France Inter à condition qu'il y ait une pluralité et un pluralisme d'invités. Alors a priori, la chaîne devait commencer à s'ouvrir un petit peu à droite. Manifestement, ça n'a pas encore été le cas, donc j'attends simplement quelques évolutions de la directrice, mais je vois que par exemple concernant le cas de Nassir El-Mouadem, elle a aussi été, en tout cas la chaîne a pris ses distances avec elle, donc tant mieux, ça évolue, et enfin il n'y a plus cette impunité de ceux qui se sont crus tout permis parce qu'ils étaient de gauche et se prennent enfin le retour de bâton d'un monstre qu'ils ont créé. Maître Frédéric Pichon, je vois que vous êtes assez d'accord avec ce que dit Jordan Florentin. On pense ce qu'on veut de Guillaume Meurice. Est-ce qu'on peut quand même dire que c'est une entrave malgré tout à la liberté, pas de la presse, parce qu'il n'est pas vraiment journaliste, de l'expression, de rire, de tout même. La loi sur la presse, elle inclut tous les propos publics. Donc, on n'a pas besoin d'une carte de presse pour avoir droit à la liberté d'expression, et heureusement. Bien. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je le trouve pas drôle, je le trouve parfaitement antipathique. Donc son défaut principal, c'est de pas être drôle. Mais en soi, si on est Charlie jusqu'au bout. C'est pas Charlie à géométrie variable. Alors, et c'est vrai que c'est un peu scandaleux parce que moi, je suis l'avocat de Riposte Laïque qui fait aussi de l'humour. En fait, le problème, c'est que l'humour, c'est un peu réservé à la cour des grands. Donc Charlie a le droit de tout faire. Mais lorsqu'il s'agit de mes clients j'ai un client qui a fait de l'humour, un parallèle peut-être un peu excessif sur le Covid en disant on va faire une loi stop à l'islam, c'était vraiment du second degré, donc une application un islamiste qui est là, bip bip, ça a été pris au premier degré par le tribunal. Enfin bon, donc on voit bien que leur sens de l'humour, il y a ceux qui ont droit à l'humour et les autres. Donc on peut pas, c'est pas un tribunal arbitrer quel est le degré d'humour. Donc je suis contre la censure de Guillaume Meurice, même si c'est quelqu'un qui m'est parfaitement antipathique. Il faut être cohérent, la liberté d'expression, c'est pour tout le monde ou c'est personne. Mais ça peut pas être dans un seul sens. Ouais. François Devoyer. Je rejoins bien sûr Maître Pichon et Jordan Florentin. Je suis très gêné. Alors d'ailleurs, j'ai une question, mais cette stop à l'islam, ça a été condamné d'ailleurs à quel titre quel était le motif de condamnation ? C'était provocation à la haine. Non mais voilà, je pense que là on touche avec un cas concret, c'est aberrant et c'est là où il y a eu un travestissement
de la liberté d'expression à partir effectivement des lois mémorielles. Ça a commencé même un petit Alors peu c'est la avant, loi de 72 en fait, la loi Pleven. Tout à fait. C'est la loi Pleven qui entame largement la liberté d'expression et j'allais dire dans cette entaille, on a le tragique de ces lois mémorielles. On peut tout mettre. D'ailleurs, c'est aussi une question de clientélisme. Vous disiez, effectivement, aujourd'hui, c'est réservé à la cour des grands. C'est surtout à la cour des puissants, c'est-à-dire ceux qui reçoivent des subsides. La plupart des associations qui ont les moyens de déposer plainte aujourd'hui contre les uns et les autres, de faire la police de la pensée, elles sont capables de le faire parce qu'elles ont les moyens juridiques déjà qui ont été attribués justement par ces différentes lois mémorielles, mais surtout les moyens financiers, parce que pour la plupart, elles sont biberonnées par l'État, c'est-à-dire majoritairement sont des associations de gauche et ancrées à gauche. Et j'aimerais, c'est l'occasion, je trouve, mais de réfléchir. Et subventionné en plus. Exactement, largement subventionné. Vous prenez une association comme SOS Racisme, je parle, ça devait être son budget d'il y a 3 ou 4 ans, il faudra vérifier comment ça a évolué, mais globalement, c'est toujours les mêmes ratios. Sur 1,1 million de budget annuel, il recevait 1 million d'euros de subventions publiques. Ce sont des épouvantails. En réalité, ce sont les marionnettes des partis au pouvoir. Et c'est ça qui est particulièrement gênant. Et je pense qu'il faudrait peut-être modifier, mais là, Maître Pichon, vous aurez peut-être une idée, c'est la capacité de ces associations à finalement attaquer à tort et à travers sans véritablement de frein ou de limite. Est-ce que c'est pas simplement au parquet de réagir? Exactement. Le problème, c'est que le parquet, il va dans leur sens. Moi, j'ai eu une confidence un jour d'un avocat de partie civile. Enfin, on peut les combattre idéologiquement, mais j'ai des confrères avec qui j'ai des rapports cordiaux qui me confiaient qu'en catimini, vous aviez le parquet de Paris qui faisait des réunions avec des représentants du MRAP, de la LICRA, de la Ligue des droits de l'homme, etc. Alors que, par exemple, la Griffe, mon confrère Triomphe, par exemple, et Bernard Anthony, n'est systématiquement pas invité. Quand la Griffe fait une plainte au parquet, ça finit aux oubliettes. Donc elle est obligée de faire une plainte avec constitution de partie civile. Lorsqu'il s'agit du MRAP, de la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, le parquet est au garde à vous, le doigt sur la couture et engage tout de suite une action. Donc c'est au niveau politique. Là, on voit bien que d'abord les lois sont des mauvaises lois. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut être condamné moralement sans judiciariser. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord moralement, on veut interdire. Je trouve la ligne de Charlie sur Émile ignoble. Je trouve ces gens-là, ignobles. Simplement, je ne suis pas pour l'interdiction. C'est deux choses. On peut être condamné moralement sans interdire juridiquement. Et puis, il faut avoir les moyens de se défendre. Ça coûte cher, j'imagine. Alors, moi, j'ai des clients... Alors, quand je défends Nicolas Bay ou des associations, ils peuvent encore se défendre. Mais des particuliers qui se font intimider par des associations... quand c'est en province, en plus on doit se déplacer. Enfin voilà, on peut pas travailler non plus gratuitement, on fait des efforts. Et puis il faut aller jusqu'au bout parce qu'il y a des procédures où je le dis sans mépris, mais en droit de la presse, les juridictions de province connaissent pas le droit de la presse, donc elles sont dans l'émotion, elles vont condamner pour des raisons idéologiques. Donc on est obligé souvent d'aller jusqu'en appel ou en cassation pour obtenir gain de cause. Donc il faut avoir les moyens de faire un procès. Bon, par exemple, j'étais l'avocat de Van Est. Van Est, il a gagné son procès sur le prétendu homophobie parce qu'il est allé jusqu'au bout en cour de cassation. Mais tout le monde n'a pas le moyen d'aller jusqu'au bout de la procédure et d'assumer des frais d'avocat. Alors très rapidement, vous l'avez amorcé tout à l'heure, le sujet d'Éric Zemmour en déplacement à Ajaccio. Il s'est fait agresser par derrière par une militante d'ultra-gauche alors qu'il déambulait sur un marché. Cette dernière est revenue à l'assaut après lui avoir lancé un œuf. Il s'est alors défendu en lui portant un coup. Vous avez tous vu ces images, je pense. Votre analyse d'abord, François Devoyer. Aïe, alors là, je pense qu'il y aura un désaccord à cette table. Je ne vais pas rentrer dans la question judiciaire, qui a agressé qui. Bon, voilà, on a tous vu la scène. Moi, je reprends simplement une citation d'Albert Camus qui a souvent été citée par Éric Zemmour. Un homme, ça s'empêche. Et un candidat, plus encore. J'allais dire, j'ai la même gêne vis-à-vis de cette réaction très naturelle d'Éric Zemmour. Elle est humaine, elle est naturelle, mais de la part d'un candidat, elle me dérange. Ça m'a rappelé immédiatement le doigt d'honneur pendant la campagne présidentielle. Ça devait être à la fin 2021. C'était au mois de novembre 2021 à Marseille. Et j'ai eu cette même sensation de
Vous savez, il y a deux types de politiques, ces enragés qui ont vraiment une ambition vissée au corps, qui ont le virus politique au fond des yeux et qui se dominent presque perpétuellement et dont même les colères sont parfaitement organisées et planifiées. Et puis ces autres hommes politiques, dont certains étaient très bien, je pense à Philippe Séguin, qui était à la fois très sensible et très colérique, qui est tombé dans tous les pieds de tapis qu'avait pu laisser François Mitterrand, ou dans un autre style, Michel Rocard. Et là, je me suis dit, eh bien, Éric Zemmour n'appartient pas à cette race politique qui reste absolument de marbre face à tout événement, agression, élément extérieur, et continue à garder une forme de dignité. Je ne dis pas qu'il a été indigne, c'était normal, c'était une réaction défensive normale, mais effectivement, j'ai été gêné, je me suis dit, voilà, un homme, ça s'empêche. Jordan Florentin, très rapidement, votre réaction à ce qui s'est passé? Très rapidement, d'abord, bravo et merci Maud d'avoir présenté les choses de cette façon-là. Visiblement, certains médias ne l'ont pas fait et vous avez, vous, le sens de la hiérarchie de l'information. Il faut répéter vraiment, une femme a agressé Éric Zemmour. Ce n'est pas lui qui a agressé une femme. Et effectivement, je ne suis pas en accord avec François Louis. Un homme, ça s'empêche. Mais est-ce que ça s'empêche au point de se laisser planter un coup de couteau, ce qui aurait pu être le cas, et donc de se laisser tuer? Il a une réaction qui est naturelle, qui est humaine. Il n'a pas vu qu'il agressait, donc je crois qu'on ne peut pas lui reprocher ça. Mais encore une fois, on inversement de charge. Souvenez-vous, mon procès face à Yacine Bellatar, c'était moi l'agresseur, lui la victime. Le maire du Creusot avec qui j'ai eu un procès qui vous intéresserait, monsieur, c'est le procès où je l'accusais d'être islamo-gauchiste. Finalement, c'était mon procès, c'était moi l'agresseur. C'est Nassira El Moadem, c'est elle la victime. Ce sont les Français les agresseurs. Donc à chaque fois, on inverse la charge. Donc je crois qu'il faut vraiment insister et rappeler que cette femme, cette militante d'extrême gauche, a agressé Éric Zemmour, qui s'est naturellement défendu. En 30 secondes, Maître Frédéric Pichon, est-ce qu'on peut s'attendre à un dépôt de plainte d'associations féministes? Oui, Du coup. pourquoi pas. Enfin, ça me rappelle, vous savez, Jean-Marie Le Pen ou les militants du Front National, il y a 30 ans ou 40 ans, qui étaient agressés sur les marchés, qui se défendaient. Et on voit bien que la presse, et le rôle de la presse aussi, ensuite, dans le traitement judiciaire, peut être capital, parce qu'il va orienter l'enquête. Et de militants agressés, on devenait agresseurs parce qu'on se défendait. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. François Devoyer, Jordan Florentin, Maître Frédéric Pichon. À très vite pour une nouvelle table ronde.